Salut, alors vidéo sur les lois de Sakata. Alors je vais pas forcément les traiter toutes dans l'ordre. Là je vais commencer sur deux lois. La première c'est les trois montagnes et la deuxième c'est les trois rivières. Alors je sais qu'il y en a qui appellent ça les trois vallées, mais il me semble que la vraie définition c'est si on prend les termes japonais c'est trois montagnes et trois rivières, mais dans l'idée vous avez compris l'idée. Ici, on a trois montagnes. Pourquoi trois montagnes? Parce qu'on a un, deux, trois. Et pourquoi trois rivières ou alors à la rigueur trois vallées? Parce qu'on a un, deux, trois. Voilà un petit peu l'idée. Donc ça, c'est les deux premières lois de Sakata. Par contre, une chose qui est importante à comprendre et que peut-être pas beaucoup de personnes connaissent au niveau des lois de Sakata, c'est qu'en fait, il y a cinq lois de Sakata, on va dire des lois objectives. Et ici, ce sont des lois objectives, hein, puisqu'elles sont appliquées directement sur le graphique. Donc ça sera on va dire des patterns graphiques. Donc le premier et le deuxième. Par contre, il y a aussi cinq lois, on va dire subjectives, et là qui traitent plutôt de ce que le trader devrait faire ou ne pas faire. Et la loi numéro un de Sakata subjective, c'est d'essayer de ne pas être. Alors, le terme anglais, c'est greedy. Alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Je trouve que le terme en anglais est plus simple à comprendre, mais on va dire cupide, avare, avide. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, si on faisait cette relation avec l'Ishimoku, l'Ishimoku va vous donner, avec les estimations, avec le jour de changement, avec les relations temporelles, des zones de sortie. Et c'est à ce moment-là, vous devriez peut-être prendre la décision, pardon, de sortir de position. Là, je ne parle pas pour les entrées, je parle pour les sorties, et pas essayer de vous dire que peut-être le marché va pousser encore une ou deux ou trois vagues de plus. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et il faut aussi comprendre que Omna, comme Osoda et comme Gann, parce que je reviendrai sur Gann juste après, c'est des théoriciens de marché qui ont probablement réussi sur les marchés, qui ont certainement bâti une fortune colossale sur les marchés. Par contre, on va dire, les directives qu'ils donnent sont assez floues. Donc voilà, on va dire que c'est des théories générales. Même la figure ici est théorique. Je vais un peu la décortiquer justement, hein, pour la rendre un peu plus pratique. Mais voilà, je pourrais pas vous dire plus que ce qu'ils veulent bien vouloir nous dire. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième règle de Sakata, subjective, puisque les deux règles objectives, vous les avez sous les yeux. La deuxième règle subjective, pardon, c'est ce que Omna dit, c'est que vous devriez essayer d'attraper un creux et un sommet. Voilà un petit peu l'idée. Et il vous dit pas d'acheter le creux et d'acheter le sommet, il vous dit d'essayer de l'attraper. Donc on pourrait revenir sur l'attraper, je ne sais pas si c'est le mot français exact, hein, mais en tout cas on est un petit peu dans la même idée que Soda, à savoir de saisir ces moments-là, pas forcément d'acheter le point bas, mais de saisir le moment où on a déterminé que c'était un point bas ou un point haut. Voilà un petit peu l'idée. Donc là, c'est les figures théoriques. Alors là, je l'ai dessiné comme ça. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo que si je prends juste ce mouvement en trois vagues, celui-ci 1, 2, 3, je pourrais le considérer comme un mouvement R, mais qui n'existe pas on va dire, dans la typologie soit de Hosoda, soit de Tetsei. Je l'appelle R, pourquoi? Ben parce qu'en fait, on a exactement le même niveau théorique ici, et le même niveau théorique ici et ici. Donc là, on aurait R et on aurait R. Je vous ai proposé cette figure théorique. Là, je l'ai dessinée aussi de façon j'ai dessiné de façon théorique les trois montagnes et les trois rivières. Maintenant, ça reste effectivement des figures purement théoriques. Et donc, on peut arrêter de les appeler en R. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que si on a des niveaux qui sont exactement identiques, si on casse pas un range, je vais l'appeler soit une P, soit une S concrètement. Donc là, ici, j'appellerai ça une P, ça, je l'appellerai une P, ça, je l'appellerai une P ou une S. Vous avez un peu compris l'idée. Tant qu'il n'y a pas de cassure, s'il y a cassure, j'appellerai ça une N ou une Y. Donc, s'il n'y a pas de cassure, ça sera P. S'il y a cassure, ça sera une N. S'il n'y a pas de cassure, ça sera une S. Et s'il y a une cassure, ça sera une Y. Ça, je pense que maintenant, vous l'avez compris. Donc, la terminologie R, je vais un peu m'en écarter, mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu l'idée. Donc là, c'est vraiment figure théorique en R. Et donc, si on est sur les trois rivières ou les trois montagnes, donc là, je vais par exemple rester sur les trois rivières, on pourrait décaler un petit peu les creux. Je vais pas décaler celui-ci et je vais pas décaler celui-ci. Je vais le faire, mais je vais vous montrer pourquoi je le décale pas forcément. Parce que si je fais ça,
et je vais grossir le trait, je vais descendre celle-là, et je vais descendre celle-là. On pourrait toujours considérer qu'on est sur trois rivières. Un, 2, 3. La problématique en fait qu'il y a ici, c'est quand le creux, le vrai creux de marché, il est ici et il n'est pas centralisé. Donc en fait, on n'aurait pas, on pourrait ne pas considérer ça comme une figure de retournement, dans le sens où en fait on aurait un moment baissier ici, un moment haussier ici, et ici un moment de range, un moment immobile. Pourquoi? Bah parce que si je refais le décompte, P, P, N. Donc ici, on a bien une N de mouvement. Ici, on peut s'imaginer qu'on avait soit une seule vague I ou une N de mouvement baissier, mais on voit pas la phase corrective. Et ici, on aurait un moment, on va dire, immobile. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vais pas traiter ça. Ça existe, hein, mais moi, je vais essayer de rester sur. Mon but, c'est pas d'expliquer ce que Sakata a voulu expliquer dans ses lois. C'est plutôt de faire une relation entre les lois de Sakata et les idées d'Osoda, hein. Moi, j'ai une chaîne sur l'Ishimoku, pas sur Sakata. Donc, je vais m'imposer ça, c'est de rester toujours sur des idées que je pense avoir comprises sur la méthodologie Ishimoku. Donc, je vais pas forcément décaler le creux ici, et de la même manière, je vais pas le décaler ici, parce que là, si je grossis le trait de la même manière, mais je pense que vous avez compris, si je fais ça, et si je fais ça, et donc je mets le creux ici, et ben je vais avoir une figure immobile ici, j'avais une figure baissière ici, si je descends encore, enfin je pourrais le monter et le descendre, mais vous comprenez l'idée. Et ensuite là j'ai un mouvement haussier qui se fait en Y, donc c'est pas ça que je vais aborder aujourd'hui, même si ce genre de configuration forcément elles existent, et on aura le temps de revenir là-dessus. Et là, je vous invite à regarder de nouveau les vidéos que j'ai fait sur les marchés immobiles. J'ai fait d'ailleurs une playlist là-dessus. Je vais commencer à faire des playlists parce que ça sera plus simple pour comprendre. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais pas le faire sur cette figure-là, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Ça marche dans les deux sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ce creux-là. Pourquoi? Pour qu'on ait une figure de retournement. Une figure de retournement, ici, pourquoi je peux considérer que c'est une figure de retournement? Parce que si on reste sur un mouvement en trois vagues, j'ai eu une N baissière et ici j'ai eu une N haussière. Et entre les deux, il y a eu une V. Cette V-là, je parle, mais on pourrait faire, si je fais le décompte, N, ici, c'est comme je vous ai dit, hein, N, ça va dépendre, mais de toute façon, je vais décaler cette vague, mais on va dire, allez, par exemple, N, S, P, N, et on pourrait aussi avoir N, Y, S, N, ça dépend de où sera situé ce sommet-là. Ça, je pense que vous avez compris l'idée. Et maintenant, je vais vous faire un décompte qui n'est pas de Omna, qui est de Hosoda. Et c'est un décompte qui apparaît seulement dans le chapitre 14 du tome 2. Donc, autant vous dire qu'on est très loin dans les écrits d'Hosoda. Et il aborde cette figure-là, enfin les deux, hein, mais comme je vous ai dit, j'aborderai pas celle-ci parce que c'est exactement le même principe. Donc après, vous l'appliquez aussi sur les trois montagnes. Là, je le fais sur les trois vallées. Et en fait, il aborde ça dans le chapitre 14 et il dit je vous ai pas parlé de cette figure-là parce que dans le tome 1, il dit que je voulais pas parler dans le tome 1 parce que j'estime que vous la connaissiez déjà. Donc, il donne pas plus d'informations sur pourquoi il estime que vous la connaissez, vous devriez déjà la connaître. Soit il part du principe que vous devriez étudier les marchés de façon générale et que donc ce genre de figure vous l'aviez déjà visualisé, ou alors il part du principe que vous avez étudié les lois de Sakata puisque ça fait partie de celle-ci est la deuxième loi de Sakata et celle-ci est la première. Donc je sais pas pour quelle raison il vous dit que vous devriez déjà connaître cette figure, mais il part du principe que vous devriez déjà la connaître. C'est voilà, c'est dû au soda, hein. Et donc en fait, ce que lui il fait, et là c'est peut-être quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez, hein. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des mouvements en trois vagues, et Tetsei insiste beaucoup sur les mouvements en trois vagues. Donc je répète ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Si vous voulez comprendre un peu le classement des figures en trois vagues, je vous invite à regarder les articles de Tetsei qui sont en ligne et qui sont gratuits. Et donc, il y a 14 articles qui ont été pas écrits par Tetsei, mais sous la supervision de Tetsei. Et là, il donne un classement. Ces articles sont suffisamment bien faits pour que vous compreniez. Et en gros, concrètement, si vous prenez un mouvement en trois vagues, eh ben, vous pourrez seulement le dessiner de trois manières. Soit ça sera une N s'il y a cassure, soit ça sera une P s'il n'y a pas de cassure, soit ça sera une S s'il n'y a pas de cassure, ou soit ça sera une Y. Donc ça, là, c'est important ce que je vais dire là. Quand je parle de N, P et Y, je ne vais pas parler de la S, mais quand je parle de N, P et Y, je parle d'un mouvement en trois vagues où on compare les cassures sur trois vagues.
Or ici, on est sur une figure de retournement et Hosoda considère ce mouvement en 5 vagues. Il y en a même 6, mais il en considère 5 quand je dis qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il va analyser seulement 5 vagues, mais il y en a 6 en tout. Donc pour que vous compreniez pourquoi il y en a 5 et pas 6, lui, il commence son comptage ici. Et moi, je vais mettre un 0 ici. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Soit vous considérez que vous démarrez ici. 1, 2, 3, 4. Bah, je vais les faire et vous allez comprendre. Et je répète, il faudra faire exactement la même chose sur les 3 montagnes. Donc, première vague, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, donc 5 vagues. C'est avec ces 5 vagues que Soda rentre sur celle-ci, qui sera la troisième vague. Je pense que vous commencez à saisir pourquoi je dis la troisième vague, puisque en fait, on cherche à rentrer sur une N, un mouvement en N. Ici, on a un mouvement en N. Donc là, je vais pas noter 1, 2, 3, mais il faut que vous compreniez bien un peu la logique. Quand je dis troisième vague, là, je reviens sur la classification, on va dire, standard d'un mouvement en 3 vagues. Mais ici, on est sur un cas particulier qui est donc une figure de retournement en 5 vagues. Et on pourrait même la considérer en 6 vagues si je considère celle-là comme la vague 0. Donc moi, je rajoute 0 et je spécifie bien que Soda ne met pas le 0 ici, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez un peu l'idée. Et donc, en fait, ici, on va dire qu'on a la figure théorique parfaite et on a l'idée que Hosoda va faire, c'est qu'il va comparer des vagues. Et là, ça va être complètement différent par rapport aux figures immobiles que je vous ai déjà montré. Parce que moi, dans les figures immobiles que je vous ai montrées, eh ben, si par exemple je prends une figure en P, on va dire que ici, c'était une figure en P. Je comparais la vague 2 avec la vague 4 en considérant que j'avais 1, 2, 3. Et je comparais en fait celle-là avec celle-là en disant que si la vague 4 elle marque le même équilibre que celle-ci, donc avec le même niveau sur le même demi-prix, alors on était sur un marché immobile. Donc moi je comparais en 3 vagues. Sauf qu'en fait, Hosoda ici ne va pas comparer dans les figures de retournement ces vagues-là. Et donc c'est très important à comprendre. C'est complètement un autre fonctionnement et vous ne devriez l'appliquer que sur des figures de retournement. Et en fait, les vagues qui comparent, c'est la vague 1, donc celle-ci, avec la vague 4, donc celle-là, et je vais les coloriser pour que ça soit bien clair. Et donc, on va prendre celle-là avec celle-ci. Donc, si vous re-regardez mes figures, mes vidéos sur les marchés immobiles, là, on est sur un concept qui est différent. Et je vais aussi coloriser celle-ci parce qu'il l'a nommée. Et donc, on a la vague 1 qui est la vague de base et la vague 4 qui est la vague de détermination. Et la vague 3, je ne sais pas comment on pourrait vraiment traduire ça. Je pourrais dire que c'est la vague centrale ou le noyau. Ça dépend comment on va traduire ça d'après le japonais. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de noter son nom. Et donc ici, on aurait une figure théorique parfaite. Et Hosoda la considère en N. Pourquoi il la considère en N? Pas du tout parce qu'ici on a un mouvement N. Pas du tout ici parce qu'on a un mouvement N. Il la considère en N. Pourquoi? Parce que et là, je parle absolument pour le moment pas des relations temporelles parce que toute cette figure-là devrait être mise en relation avec le temps, hein, forcément, avec le temps, avec les lignes de l'Ishimoku, avec tout ce que vous connaissez déjà, avec les estimations aussi, parce que pour définir ce creux ici, il aura fallu faire des estimations en amont. Et pour rentrer ici, il faudra faire et pour prévoir la sortie, il faudra faire des estimations aussi. Donc tout doit être intégré. Mais là, pour l'instant, je reste simple et je parle que des niveaux verticaux pardon des prix et je ne parle absolument pas de relations temporelles. Mais j'insiste en disant que bien sûr et évidemment tout devra être intégré sur cette figure. Là, je reste vraiment sur une figure théorique. Et donc ici, on est sur une figure théorique en N. Pourquoi il considère que c'est une figure théorique en N? Parce que cette vague orange et cette vague orange ont exactement le même niveau sur le même niveau. J'espère que ce que je dis est clair et je précise bien parce que des fois c'est un peu confus. Alors déjà c'était confus dans l'Ishimoku. Pourquoi? Parce que par exemple ici on a un mouvement en 3 vagues en N, mais il existe aussi des estimations N dans le sens où on prend cette vague-là et on la projette ici. Donc on a déjà 2 classifications N pour 2 choses qui sont différentes et on a encore une troisième classification N ici
pour une chose qui est encore différente. Donc il va falloir que vous, ou alors changer les noms dans votre tête, mais en tout cas, voilà, suivant ce que je vais parler, quand je vais parler d'un mouvement, je vais essayer toujours de préciser de quoi je parle. Si je parle d'un mouvement n, ça sera A, B, C, D avec K sur 2B. Si je parle d'estimation de n, alors ça voudra dire que je prends AB et je le projette depuis le point C. Et si je parle d'une figure une figure en 5 vagues ici, ou une figure en zone 3 comme l'appelle Osoda, alors dans ce cas-là, quand je parlerai de n, je parlerai du fait qu'on compare la vague 1 avec la vague 4. Je pense que c'est pas clair. Si c'est pas clair, regardez cette vidéo en x2 et tout va s'éclairer, je pense. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je fais mes vidéos en live en une fois. C'est des fois compliqué un petit peu d'exprimer mes idées, mais si vous re-regardez, je pense que c'est clair. Et s'il y a un doute, vous commentez ça sur Twitter ou sur YouTube et j'éclaircirai les points qui étaient pas clairs. Donc là, on a une figure n parfaite et il existe encore deux autres figures n et elles sont très simples à comprendre. Et pour que ça soit très simple pour vous à comprendre, c'est que je vais prendre la vague et je vais simplement la déplacer. Donc je vais absolument pas modifier son niveau, je vais la déplacer. Je vais faire ça, et comme elle se déplace, je vais devoir déplacer la vague 3, donc qui est la vague centrale ou le noyau si vous voulez, et je vais devoir déplacer celle-ci et je vais la mettre comme ça. On est toujours sur une figure de retournement. Pourquoi? Parce que j'ai une n baissière suivie par une n haussière. Et si on fait le cheminement, on a N, Y, S, N. Et la N, Y, S, N, je vous ai dit que c'est une figure très importante de retournement. Donc voilà, elle s'est créée ici en Y. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici la cassure. Donc ça, c'est un deuxième format de N. Il y en a trois en tout. Il y a eu le premier, je reviens, il y a eu le premier ici où on était théorique avec le même niveau et sur enfin, on va dire la même amplitude, mais sur le même niveau. Ensuite, on a une deuxième où on a la même amplitude, mais avec la quatrième vague qui est plus haute. Et donc, vous avez compris l'idée, il y en aura une troisième. C'est que si je suis comme ça, et bien sûr sans cassure ici, hein, parce que sinon, on n'est plus sur une figure de retournement. La vague centrale ici, la troisième, ça implique que si c'est le noyau et la vague centrale, c'est que ici, c'est le creux du sommet. Hein. Le creux du sommet. Le creux du marché, pardon. Donc, c'est le creux, donc il est plus bas que celle-ci, et que celle-ci. C'est indispensable. Sinon, on n'est plus sur une figure de retournement, on est sur d'autres figures comme ce que j'ai expliqué au tout début de la vidéo. Et donc, je vais devoir déplacer celle-ci et je vais devoir déplacer celle-ci. On est toujours sur une figure de retournement parce que j'ai une N et j'ai une N. Et si je fais le comptage depuis ici, N, S, P, N. Et je vous ai dit aussi que NSPN, c'est une figure de retournement très importante. Donc je répète, NYSN et NSPN. Voilà un petit peu pour rester dans la typologie Ishimoku. Donc là, je vous ai montré les trois figures en N, et Osoda explique qu'il existe encore deux autres figures, la figure en P et la figure en Y. Et j'insiste en disant que la figure en P et la figure en Y, ça n'a rien à voir avec les classifications que je vous ai données avant. Donc, figure en P et en Y, eh ben, je vais le faire pour que ça soit clair. Je vais prendre un niveau là. Je vais prendre, non, je vais le faire sur retracement pour que ça soit vraiment clair, que vous compreniez ici. Donc là je marque le demi-prix de la vague 1 et je vais faire autre chose. Je vais n'importe où, mais on va faire ça comme ça. Je vais marquer un demi-prix comme ça. Et je vais mettre ma vague 4, ma quatrième vague ici. Comme je la mets ici, je vais devoir décaler ici. Donc détermination, donc ma vague 4, non, je vais le laisser. Ma vague 4, c'est la vague de détermination. Ma vague 1, c'est la vague de base. Et donc maintenant, je vais faire ça. Pardon, je vais faire ça. Et donc celle-ci, forcément, donc la vague centrale, le noyau, je vais forcément devoir le décaler. Voilà. Et là, on a une configuration en P. En P, pourquoi pas rapport de L, la vague 2 avec la vague 4, parce que ça serait une P, comme je vous ai déjà expliqué sur les marchés mobiles. On n'est pas du tout dans cette configuration-là en 3 vagues. On est ici dans une configuration en 5 vagues ou en 6 et dans une zone 3. Donc ici, on serait sur une P3. Donc avant, tout ce que je vous ai montré, c'était des N3. Ici, on serait sur un concept qui s'appelle un concept P3 et on compare la vague 1, toujours la vague 1 avec la vague 4. Je répète, mais c'est pour que ça soit clair. Hein. Donc, c'est celle-là que je compare avec celle-ci. Et on est toujours sur une figure de retournement, N.
n baissière suivi d'une n haussière. Et si je suis le cheminement, n, s, p, n. Et donc, effectivement, on a de nouveau une figure de retournement en NSPN. Et donc, vous avez compris un peu l'idée qu'une NSPN peut se faire dans un format en P3 ou peut se faire dans un format N3. Et maintenant, je vais faire la dernière, et je pense que vous l'avez compris, la Y. Je laisse le demi-prix de la vague 1, et je vais faire un demi-prix comme ça. Je vais devoir le réduire parce que je peux pas casser, en fait, je ne peux, allez, je vais faire comme ça. Je ne peux pas casser ma vague 3, qui est le noyau, sinon on n'est plus sur une figure de retournement. Et donc, je vais décaler ma vague 4, qui est ma vague de détermination, ici et ici. Et donc, celle-ci, je vais la mettre là. Et donc, on est toujours sur une figure de retournement. Pourquoi? Parce que j'ai une N et parce que j'ai une N. Et ici, pourquoi j'ai considéré que c'était une Y? Vous voyez bien que ici, c'est pas une Y là, c'est une S, hein. On a cette vague-là, la vague rouge qui a cassé celle-là, là, si je parle en mouvement en trois vagues, mais ensuite celle-ci n'a pas cassé. Donc on n'est pas sur un mouvement en trois vagues en Y, on est sur une Y3 dans une configuration en 5 vagues, ou ce que se appelle aussi une zone 3. Et en fait, on appelle ça une Y. Pourquoi? Parce qu'on a comparé la vague 1 avec la vague 4. Je pense que vous avez compris l'idée. Et si je suis tout le mouvement, on a N, Y, S, N. Et donc de la même manière qu'avec la NSPN, on peut avoir une NYSN avec un format Y3 en retournement ou un format N3 en retournement. Voilà l'idée générale des figures de retournement Ishimoku appliquées sur les lois de Sakata. Et donc je me suis imposé ça, je me suis imposé on va dire la théorie des lois de Sakata imbriquée dans la théorie de retournement de Hosoda. Et je pense que c'est pour cette raison que Hosoda dit qu'il est assez, il a été assez surpris par les lois de Sakata parce qu'au début il disait qu'il ne voulait pas les appliquer parce qu'il estimait que c'était un truc qui datait des années 1700 et qu'on pouvait plus les appliquer sur les marchés modernes. Et en les étudiant, il s'est rendu compte qu'en fait, elles amenaient à la même chose que l'Ishimoku. Et dans ma vision personnelle, en appliquant les deux lois de Sakata, et les deux lois aussi subjectives, hein, puisque les deux lois subjectives de Sakata, je répète les deux lois subjectives, la deuxième loi, c'est d'essayer d'attraper un creux ou un sommet et d'essayer de ne pas être trop greedy, on va dire. Et une autre chose, je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais je ne vais pas refaire la vidéo maintenant, mais une autre chose qui est dans la loi 1 subjective de Sakata, c'est qu'il faut mettre en relation les figures objectives avec une relation des prix et du temps, une relation temporelle et verticale. Ça, c'est Omna qui le dit, et on sait très bien que c'est aussi Hosoda qui le dit, et on sait par exemple très bien que c'est aussi Gann qui le dit, et donc tous les grands théoriciens de marché ont toujours dit qu'il fallait mettre en relation le prix avec le temps. Et là, pour le moment, je n'ai absolument pas parlé du temps, parce que je reste sur le tome 1, mais j'ai dû là, comme je parle du chapitre 8 du tome 1 qui est sur les lois de Sakata et que Hosoda n'a pas expliqué la relation entre Ishimoku et les lois de Sakata, je me suis permis de faire ça en sachant que cette figure-là que je vous ai montrée, elle est très lointaine dans les écrits, comme je vous ai dit, c'est le chapitre 14 du tome 2, mais vous pouvez déjà le noter parce que je vais revenir énormément sur cette figure-là énormément sur cette figure-là parce que c'est le premier moment où vous rentrez sur un marché quand on a des configurations en 5 vagues comme ça. C'est le premier moment où on rentre sur le marché et vous comprenez bien qu'on va rentrer sur la 5e vague ici ou dit autrement sur la 3e vague N. Voilà un petit peu l'idée. Et j'espère que vous comprenez le lien qu'on peut faire entre Omna et Hosoda. Et quand on va impliquer le temps dedans, pour ceux qui ont étudié Gann, eh ben, vous allez pouvoir faire des liens entre Hosoda et Gann. Je vous donne juste une petite chose pour les gens qui ont étudié Gann et qui seraient intéressés pour ça. Je l'ai où? Je l'ai ici.
Donc là, je vous ai mis ce qu'il avait mis dans le chapitre 14. Ça, ça, c'est du texte de Hosoda concernant la zone 3. Donc, c'est la zone que je vous ai montrée. Je n'ai pas mentionné la figure des trois zones en 5 vagues dans le premier tome, car je pense que la plupart des lecteurs la connaissent. La première vague constitue la ligne de base. La troisième vague constitue la ligne centrale ou le noyau. La quatrième vague constitue la ligne de détermination. Et ici, les trois zones sont achevées. Je vous expliquerai comment on achève les trois zones. C'est pas le moment encore. Là, il le dit ici, mais je vous ai pas expliqué quand on considère que les trois zones sont achevées, et ça sera l'objet de d'autres vidéos. Mais je reviens sur un autre chapitre qui est le chapitre 7 dans le tome 2. Et pour ceux que ça intéresse, et là on est plutôt sur une relation plutôt de Gann que de Omna, même si Omna dit qu'il faut appliquer des ratios de temps et de prix, mais là c'est du Hosoda. Et donc quand en fonction du temps le cours marque un haut et un bas. Par exemple, si en l'espace de 10 jours, on augmente de 10 yens, puis il diminue de 10 yens en 10 jours, alors on obtient la forme suivante. On peut la décortiquer de cette façon-là, et on retrouve la figure de Omna et on retrouve la figure de retournement de Hosoda. Et, attention, je vous laisse lire, en d'autres termes, c'est un triangle équilatéral, il est ici. Ceci est toute la première chose du tableau d'équilibre Ishimoku et tout démarre de là. Et tout démarre de là. Alors ça, c'est une mauvaise traduction, mais je ne l'ai pas corrigé ici. C'est l'idée de ces figures-là. Donc, soit les trois vallées, trois rivières, hein, ou soit les trois montagnes. On peut voir que ABC forme une N, ABCD, pardon, forme une N, que 1, 2, 3, 4 aussi, 1, 2, 3, 4 aussi, et que CD et 1, 2 forment une V. Donc là, c'est un peu tout ce que j'ai expliqué avant, mais là, vous retombez sur quelque chose qui, pour ceux qui ont étudié Gann, doit un petit peu vous intéresser. Voilà, donc je laisse ça pour ceux qui ont toujours eu un doute s'il y a un lien entre les idées théoriques de Gann et celles d'Hosoda. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Non, je m'arrêterai là-dessus parce que c'est vraiment sur ça que je voulais insister. Et vous inquiétez pas, on va vraiment revenir sur cette figure et comme je l'ai dit, on va mettre tout dedans. Mais vraiment tout. Et quand tout sera mis dedans, ça sera clair. Mais si maintenant je rajoute les lignes, je rajoute les estimations, je rajoute les spans, je rajoute les valeurs égales, les nombres de base, si je rajoute tout ça, on va se noyer, on va se perdre. Donc il faut déjà que vous compreniez bien cette figure théorique, de juste avec les niveaux verticaux. Et ensuite, étape par étape, on va rajouter, en tout cas moi, je vais rajouter des couches. Si vous voulez aller plus vite que moi, mais vous avez compris la logique, hein, vous savez comment enfin, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée avec cette ligne noire, avec tout ce que je vous ai montré, comment on pourrait sortir et rentrer sur les marchés. Là, pardon, rentrer sur les marchés. Pour ceux qui ont déjà des belles notions temporelles sur l'Ichimoku, bah, vous pouvez déjà essayer de mettre en application tout ça ici et sur les estimations. Concrètement, juste une piste que je peux vous donner, c'est que ce point-là, pour que ce point-là soit le creux, déjà, il ne faut pas qu'il y ait de cassure, ça c'est un point important, mais il faut que vous soyez sûr en fait que cette partie-là est déjà terminée. Et quand je dis que celle-là est déjà terminée, elle est terminée par les estimations et par le temps. Voilà, à plus, ciao.